Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Jean-Michel La Citrouille. Comme vous le savez, du coup depuis juin maintenant j'habite aux États-Unis. Et aux États-Unis pour Halloween, c'est une religion de faire sa citrouille d'Halloween. C'est extrêmement lourd. Du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là-dessus sur comment créer une citrouille d'Halloween. Donc j'espère que ça va vous plaire, qu'on va passer un bon petit moment ensemble et que je vais pas trop galérer à faire cette citrouille. Donc on est parti. Salut les goers, bienvenue sur Tommy & Go. Ici on parle de divertissement, de parcs d'attraction, de jeux vidéo et on vit des aventures ensemble. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ouais, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu te plaît, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Nous avons en invité guest aujourd'hui Horus, mon bébé chat qui a 4 ans maintenant. Tu veux dire un petit mot Horus? Tu dis bonjour à la caméra? Non, ça t'intéresse pas? Laisse-moi en paix, humain. J'en ai rien à faire de ta vidéo, je suis un dieu dans cette maison. Bon, du coup, on commence tout de suite et on va dessiner des yeux, une bouche et un nez à cette petite citrouille. Du coup, on va dire que le milieu est ici, donc on va lui faire son petit nez. Donc la première étape, en fait, c'est de lui dessiner les éléments, donc la bouche, le nez et les yeux. ASMR, bonjour. Il est un peu édenté, hein, Jean-Michel La Citrouille. Tadam! Voilà, c'est une œuvre d'art digne de la Joconde, on adore. C'est plutôt pas mal, non? Première étape, du coup... Ah, j'ai le micro qui se barre. Alors, du coup, première étape, c'est de lui couper la tête. Horus, tu bouges pas parce que j'ai pas envie que tu passes et que je te coupe en même temps. Merde, il faut que je vous raconte les histoires. Je suis en train de faire ma citrouille et je vous raconte pas les histoires. C'est parti pour la première histoire. Je sais pas comment m'y prendre pour couper ça. Je sens que ça va être galère. Idée de merde. Alors. Comme ça. Oh, je vais me couper un doigt. Donc du coup, mais c'est hyper dur à couper. Je vais galérer. C'est pas possible. Comment je vais réussir à faire ça? Oh. Alors du coup, dans cette première histoire, en fait, ça se passait dans le premier appartement familial qui se trouvait, si je dis pas de bêtises, Maxéville. À Maxéville, à côté de Nancy. Mais c'est hyper dur. Je vais jamais y arriver. Et donc, tout commence, en fait, ma mère, tous les soirs, quand elle s'endort, elle me raconte qu'elle sent comme un souffle sur sa joue tous les soirs, quelque chose et qui lui fait pas forcément peur. Elle trouve même que c'est un peu un souffle un peu rassurant. Je vais me couper un doigt. Et du coup, elle y prend pas trop attention plus que ça. Et elle se dit même que c'est sa maman. Il faut savoir que ma maman a malheureusement perdu sa mère à l'âge de 10 ans dans un grave accident de voiture. Donc, logiquement, elle se dit, ça se trouve, c'est ma maman qui est là et qui me dit que tout va bien et que j'ai pas besoin de m'inquiéter, qu'elle s'aime fort et tout ça. Donc, du coup, pour l'instant, elle s'inquiète pas, il n'y a rien de plus qui se passe. Elle se rend compte tous les matins, à partir de quelques semaines, qu'en fait, le frigo, quand elle se réveille, il est ouvert. Elle se dit au début que c'est un problème du frigo, que la porte se ferme mal, enfin, qu'il y a pas besoin vraiment de s'inquiéter, enfin voilà quoi, rien d'extraordinaire. Donc les semaines, les mois se passent. Mon père, lui, il y croit sans trop y croire. Il lui dit ok, lui, il ressent absolument pas du tout ses souffles et ses machins. Donc du coup, voilà, il prête pas plus attention. Le frigo, il pense que c'est un problème technique, qu'il n'y a pas besoin non plus de s'inquiéter. Je vais me couper un bras, je vais me couper un doigt, je vais me couper quelque chose avec ça. Ah, mais c'est horrible à couper, c'est chiant. Comment ils font? Putain, c'est un couteau qui coupe bien ça. Donc voilà, il ne prête pas plus attention. Et un jour, ma sœur Julie, qui est la cadette des deux, elle tombe dans les escaliers. Ma mère, elle est tout de suite, elle s'inquiète pour elle, et se dit qu'est-ce qui s'est passé. Je crois qu'elle devait même pas avoir 2-3 ans. Donc elle en a sorti indemne. En tout cas physiquement, parce que peut-être que psychologiquement, il y a des connexions qui sont plus faites à partir de ce jour-là. Je dis ça, mais je suis pareil qu'elle. Oui, je suis tombé de ma table allongée quand j'étais petit. Du coup, ça n'a pas dû aider. Mais j'ai été rattrapé par mon frère. Enfin bref.
Ma grande sœur dit à ma mère, ses mots, parce qu'elle avait 2-3 ans, que quelqu'un l'a poussée, que c'était pas elle, que quelqu'un l'a poussée dans les escaliers. Entre le frigo, le souffle et tout ça, elle commence à trouver que ça fait beaucoup. Donc, ah mais c'est horrible, je vais jamais y arriver. Donc, elle commence un peu à s'inquiéter. Elle dit à mon père qu'il se passe des choses bizarres dans la maison, que ça a touché les enfants parce qu'elle croit que c'est quelque chose qui l'a poussé dans les escaliers, elle ment pas et tout ça. Mon père, bon, un peu dubitatif, il dit écoute, on va voir, on va attendre. Ça se trouve, c'est rien, elle a peut-être juste glissé dans l'escalier. Donc, les mois se passent, rien d'extraordinaire de plus n'arrive. Ma mère sent toujours ce souffle et ce frigo qui s'ouvre tous les matins. Donc ça commence un peu à l'inquiéter. Elle se dit... Puis là, elle sent que le souffle, c'est peut-être pas sa mère comme elle pensait, parce qu'avec ce qui s'est passé, ça peut pas être sa mère, quoi. Et un jour, ils ont le propriétaire au téléphone de l'appartement. Et ma mère lui dit, écoutez, il se passe des choses bizarres dans cet appartement. Voilà, elle lui raconte ce qui se passe et tout ça. Et j'ai le décor qui est en train de se barrer. Donc du coup, elle contacte le propriétaire, elle lui dit ce qui se passe et tout ça, et le propriétaire est pas plus étonné que ça. D'ailleurs, ça a étonné ma mère. Pantory, j'espère pas que tu sois là avec le couteau. Descends. Tu vas me le payer. Je t'aime. Donc du coup, je dis voilà, vous n'êtes pas les premiers locataires à nous faire part de ces événements. Les anciens locataires sont partis à cause de ça. Effectivement, ils ont vécu aussi des choses un peu bizarres dans l'appartement. Donc ma mère un peu se dit ok, mais c'est bizarre et tout ça. Et là, le propriétaire du coup lui fait une confession et lui avoue qu'il y a quelques années, un ancien locataire s'était pendu dans l'appartement. Donc autant vous dire que là, ma mère, prise de panique, elle dit à mon père c'est sûr c'est lui, c'est l'âme de ce mec, il nous veut du mal. Il y a des mauvaises énergies, tout ça, et donc du coup, ils ont décidé de quitter l'appartement et de changer d'appartement, sachant que mon père, à cette époque, était agent immobilier, donc ils n'ont pas eu trop de mal à trouver un autre logement assez rapidement. Mais... Ah putain, je vais jamais arriver à lui couper la tête à celui-là. Donc ils ont changé d'appartement et... les phénomènes sont restés dans l'appartement et il ne s'est jamais rien passé d'autre. Donc voici la première histoire. J'ai enfin réussi à lui couper la tête. Ça sent grave bon. Maintenant, il va falloir creuser là-dedans. Ça va être, à mon avis, une torture à faire. Ah, il faut que je prenne un Tupperware parce que je veux garder l'intérieur pour faire une soupe à la citrouille. Du coup, la seconde histoire, alors là... Oh, c'est dur! Comment je vais faire ça? Oh, je vais passer une plombe là-dessus. Oh, mais quelle idée j'ai eu de faire ça. Quelle idée, mais quelle idée de merde. Mais c'est pas possible, je peux pas. Ah, mais c'est creux. Ah, j'ai eu peur. Du coup, la seconde histoire, en fait, ça concerne mon papa. Mon papa, quand il était plus jeune, il était journaliste reporter, quand il avait à peu près 21 ans. Donc du coup, il a fait toute l'Amérique du Sud pour partir faire des photos de ce qui se passe là-haut, des tribus, dans les forêts, tout ça. Donc ils sont partis au Pérou avec ce meilleur ami pendant quasiment un mois, même plus que ça. Oh la vache! Allez ma petite. Allez Jean-Mich. Jean-Mich, il est à la tête dure. Hein. Ah, c'est très bizarre comme sensation. Oh, c'est creux dedans. Oh. Vous avez vu comment c'est dedans? On dirait un cerveau ou un truc genre un alien. Sur place, ils rencontrent une jeune fille avec qui ils vont sympathiser et du coup ils vont continuer à faire le périple ensemble. Et donc un soir, ils sont en voiture. Ah, c'est très bizarre à l'intérieur, je déteste. Oh! Ah, mais c'est horrible! Oh, ça fait peur. Je peux pas mettre ma main là-dedans. Il commence à pleuvoir des cordes, mais là-haut, quand il pleut quoi. C'est la saison des pluies, un orage, mais horrible. Et ils sont assez loin il commence à faire nuit, donc c'est la pleine ombre. Ils voient pas à 2 mètres, quoi. Et ils tombent en fait sur un monastère. Donc ils se disent, bon bah, je pense que le droit d'asile, ils vont pouvoir nous héberger la nuit, ou en tout cas nous prêter peut-être un téléphone pour appeler quelqu'un pour nous ramener à la ville ou quelque chose comme ça.
Donc ils arrivent devant ce monastère et ils frappent à la porte. Personne ne répond. 2 minutes, 3 minutes, ils continuent à frapper. Ah mais c'est horrible à l'intérieur, je déteste. Donc au bout de 2-3 minutes, ils entendent une petite voix qui leur demande qu'est-ce qu'ils font là, ils sont là pourquoi. Mon père dit qu'ils cherchent un logement pour la nuit, ou en tout cas... et là, donc la porte s'ouvre, donc elle dit qu'elle va appeler le prêtre, donc elle va chercher le prêtre et tout ça. Le prêtre revient très très sympa, il lui dit écoutez, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer la nuit, on va vous héberger, on va vous donner à manger. Donc il passe une très très bonne soirée, il mange un super bon repas, il boit du super vin. Donc le prêtre leur demande écoutez, qu'est-ce que vous faites au Pérou? Mon père lui dit qu'ils sont journalistes reporters, qui viennent faire un reportage sur le Pérou, sur les tribus, sur la nature et tout ça. Du coup, le prêtre lui dit super, est-ce que vous voulez faire un petit reportage sur du coup ce monastère? Parce que ce monastère il a une histoire, et il date de telle année, il a du véhicule. Et donc mon père hyper intrigué, enfin c'est une super aubaine de découvrir du coup ce monastère. Donc ils lui font faire le tour du monastère, très très beau monastère, plein de belles choses et tout ça. Et à un moment il les emmène à la cave, il leur dit qu'il y a plein de reliques en bas, que ça peut être très sympa à photographier, à faire découvrir. Donc ils y vont, mon père, donc ils prennent plein de photos et tout ça. Et en fait mon père il voit dans le fond quelque chose qui l'intrigue, une porte, une vieille porte vraiment très ancienne en bois. Et du coup, il demande au prêtre, écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans cette... qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Et le prêtre lui dit, je peux pas vous montrer ce qu'il y a derrière, c'est des objets du diable, c'est une pièce maudite. Donc, bon, ils insistent pas plus sur le coup. Mais bon, ils sont quand même intrigués, quoi. Ils ont envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Donc, ils commencent un peu à assister. Ils demandent au prêtre si c'est vraiment pas possible de voir ce qu'il y a derrière et tout ça. Au bout d'un moment, le prêtre finit par craquer et leur dit, écoutez, je veux bien vous montrer ce qu'il y a derrière la porte, mais vous me promettez d'éteindre vos appareils photo et de faire aucune photo de ce qu'il y a derrière. Bon, ils sont un peu deg, mais ils disent ok. Le prêtre ouvre la porte et il tombe sur une pièce qui ressemble un peu à la cave avec plein de reliques. Rien de vraiment extraordinaire, mais bon. Mais en même temps, voilà, l'ambiance un peu lourde. Au milieu de cette pièce, il y a un drap blanc qui recouvre quelque chose. Mon père, curieux comme il est, demande au prêtre qu'est-ce qu'il y a derrière ce drap blanc. Le prêtre lui dit ça je peux vraiment pas vous le montrer, c'est la peinture du diable, elle a été écrite avec le sang du diable, je peux pas vous le montrer. Ok, bon ils insistent pas plus, ils acceptent, le prêtre c'est vraiment, voilà là-dessus il veut pas déroger au truc, il veut pas leur montrer. Ok. Sauf qu'au bout d'un moment, le prêtre, il est appelé par une des sœurs à l'étage qui lui dit qu'il y a un problème, il faut qu'il monte. Donc le prêtre demande de toucher à rien, de faire aucune photo, il revient. Donc le prêtre remonte et ils sont tout seuls dans la pièce. Grosse erreur. Et du coup, ils s'empressent d'allumer leur appareil photo et de faire plein de photos. Et ils se disent, bon, on peut pas ne pas partir sans voir qu'est-ce qu'il y a derrière du coup ce drap blanc, est-ce que c'est vraiment la peinture du diable et tout ça. Donc pris de curiosité, il décide de soulever le drap blanc et de regarder ce qu'il y a derrière. Terrible idée bien sûr, quand vous comprenez bien. Bon, il regarde et du coup il tombe sur une peinture, donc c'était bien une peinture, qui représentait en fait le Christ peint à l'envers, crucifié sur la croix, donc dans des tonalités de rouge qui effectivement pourraient faire penser à du sang. Bon sur le coup ils sont limite un peu déçus, ils se disent ouais ok c'est un peu glauque mais c'est une peinture quoi. Donc ils prennent plein de photos de la peinture, comme vous l'imaginez bien. Et là ils entendent le prêtre revenir, du coup ils recouvrent tout et ils font attention de bien remettre comme c'était. Et le prêtre revient et leur dit j'espère que vous avez touché à rien, que vous n'avez pas pris de photos. La soirée se termine très bien, ils ont très bien mangé, très bien dormi. Ils repartent le lendemain, remercient le prêtre pour l'hospitalité, que c'était une super soirée, une super expérience. Donc ils reprennent leur périple qui dure à peu près un mois au Pérou. Et du coup, ils prennent la route un soir, et c'est comme le soir en fait où ils ont dormi dans le monastère, il pleut des cordes, un orage, on ne voit pas à 1 mètre en voiture, il fait nuit noire, sachant que ça se passe dans les années 70-80. Vous doutez bien que les voitures, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils ont un accident de voiture ce soir-là. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils n'ont pas vu un camion qui était arrêté sur la route, qui était tombé en panne, et en fait ils se l'ont pris de plein fouet. Mais malheureusement, c'est que ce camion, en fait, sur la remorque, il avait plein de tubes. Et quand ils ont percuté du coup la remorque du camion, tous les tubes sont venus s'encastrer dans la voiture. Donc mon père, lui, en a pris un dans l'épaule. Donc il a aujourd'hui une balafre à l'épaule. Son ami, lui, l'a pris dans la mâchoire. Heureusement pour lui, il s'en est sorti, mais avec une mâchoire fracturée et toutes les dents pétées.
Et la fille qui les accompagnait, malheureusement, elle s'en est pas sortie. En fait, elle était assise au milieu de la banquette arrière, sans ceinture, donc déjà percuter le pare-brise et le siège avant. Et en fait, il y a un tube qui rentre à ce moment-là. Elle l'a pris en plein fouet dans le visage et donc du coup, elle est morte sur le coup. Donc mon père et son ami traumatisés de l'accident. Enfin voilà quoi, ils font tout de suite le rapprochement avec la peinture. Ils disent que pour eux, s'ils ont eu l'accident, c'est à cause de la peinture. Ils auraient jamais dû prendre les photos et tout ça. Après, vous pouvez me dire, c'est juste une pure coïncidence. Ce qui fait que je trouve que l'histoire est vraiment étrange, c'est que quand ils sont rentrés en France, et quelques mois après, ils décident quand même d'aller faire développer toutes les photos qu'ils ont fait de leur voyage. Donc ils vont dans une boutique spécialisée dans le développement des photos. Toutes les photos sont impeccables et ils tombent du coup sur les photos qu'ils ont fait du monastère. Et les photos sont toutes impeccables aussi, même dans la cave et tout ça. Enfin en vrai, rien d'extraordinaire et tout ça. Et ils arrivent aux photos prises dans la fameuse pièce qui est dite hantée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière était pareille dans cette pièce que dans le reste de la cave et que toutes les photos de la cave étaient parfaites. Donc quand ils sont arrivés dans les photos de cette pièce, elles sont toutes floues. Mais vraiment, elles sont inexploitables les photos. Et du coup, ils se disent, voilà quoi, c'est normal parce que cette pièce, on ne pouvait pas prendre ces photos quoi. Et encore plus celles en fait du tableau, elles sont pas floues pareil en fait, elles sont comme s'il y avait un mouvement sur la photo. Enfin vraiment, les photos apparemment elles étaient glaçantes. Et donc du coup, inexploitables, ils les ont pas gardées. Mais ça a renforcé le fait de se dire qu'il était vraiment hanté cette pièce et ce tableau et qu'ils n'auraient jamais dû faire ces photos et que ce qui est arrivé, c'est arrivé à cause du fait qu'ils ont pris des photos. Donc voilà, c'est une histoire qui nous a toujours un peu traumatisés quand on était gosse, quand mon père nous l'a raconté. Et je voulais juste vous montrer l'intérieur de ma citrouille. Chut. Mon micro s'est déconnecté, donc la vidéo sera un peu moins moyenne sur cette partie de la vidéo, je suis désolé. Je peux pas recommencer parce que ma citrouille elle est coupée quoi. Donc voilà, sur la dernière partie de la vidéo, le son sera pas terrible, mais bon, c'est les aléas du direct. Très bizarre ce que je suis en train de faire. Elle est pas belle ma citrouille. J'adore. C'est trop beau. Et en même temps, on va passer au découpage des petits yeux du nez, de la bouche. On y va. C'est un peu bizarre parce qu'en fait j'ai l'impression que les yeux ils sont pas très... Peut-être qu'il faut que je les ouvre un peu plus. C'est un peu chiant à faire. Je suis en train de lui couper le nez, je sens que je vais me couper. C'est très dangereux ce que je fais. Ne faites pas ça. Si vous êtes des enfants et que vous regardez cette vidéo, ne faites pas ça sans vos parents. Parce que c'est hyper dangereux au final. Sachant que je suis un grand enfant, je vais peut-être faire ça avec mes parents aussi. Ça demande de la patience, hein. Ça demande de la patience de faire un petit truc d'Halloween. Tadam! Plus que le sourire et on a fini. Vous devez avoir peur de me voir manipuler ce couteau comme ça là. Parce que j'essaie de bien couper les dents. Et c'est pas simple. C'est pas... Il va y avoir des dents, mais le pauvre, c'est même plus des dents. Hein. C'est Dracula quoi que je suis en train de faire. Je suis en train de faire Dracula. Par contre, c'est très chaud de couper une putain de bouche. Ah, vache! Mais quelle idée j'ai eu de faire une citrouille d'Halloween, quoi. Comment ils peuvent faire ça? Des fois, je vois aux États-Unis devant les maisons, mais des fois il y en a une centaine. Et ils les achètent pas toutes faites, c'est des vrais. Comment ils font pour. Ils doivent passer ces ateliers, ou alors ils ont une dizaine de gosses quoi, qui charbonnent dans le garage, c'est pas possible autrement. Oui, je vais lui mettre un petit coup de propre et puis je vais vous montrer le résultat final de ma citrouille. Et voilà le résultat final. On va mettre la petite bougie à l'intérieur pour voir comment ça rend. On va essayer de ne pas se brûler. J'ai toujours peur des bougies. Ma petite histoire, j'ai réussi à foutre le feu dans la chambre de mon frère. J'adore. C'est trop beau. Je vois que de haut. Tan 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 tadam tan. Tadam. Effet visuel.
Et voilà, c'est sur ce résultat final que la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas de faire ce petit atelier avec vous. Ça change un peu des vidéos habituelles qu'on retrouve sur la chaîne. C'était histoire de faire quelque chose d'un peu différent pour Halloween. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout pour les amateurs de League of Legends parce que pour ceux qui le savent, la demi-finale du championnat du monde de League of Legends se passe à Atlanta et j'ai la chance de pouvoir y aller. Donc on va se faire une petite vidéo dimanche prochain. À la semaine prochaine. Gros bisous et Happy Halloween!